L'ombre des parents est une partie inévitable de la vie pour chacun d'entre nous. Mais pour Svetlana Alliliouyeva, la fille unique de Joseph Staline, cette ombre était beaucoup plus longue et plus sombre que pour quiconque. Son nom est devenu un symbole, et sa vie a été une fuite constante de ce symbole. Peu avant sa mort, en 2011, Svetlana Alliliouyeva a décidé de faire une dernière confession sincère. Elle a porté toute sa vie le poids d'un nom qui a déterminé le destin du XXe siècle et a broyé des millions de vies dans son moulin. Dans l'une de ses dernières réflexions, elle a déclaré « Je ne peux plus me taire ». Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Et un abonnement serait la meilleure des gratifications. Merci. L'auteur de ce texte documentaire, qui avait déjà écrit 3 biographies sur des femmes remarquables, a été intrigué par la question. Qu'est-ce que cela fait de vivre toute une vie dans l'ombre de son père tyran, et que Svetlana pourrait-elle dire à son sujet? Ce qu'elle a révélé était radicalement différent de la propagande officielle. Elle ne décrivait pas son père comme un stratège génial ou un bon leader comme il était représenté sur les affiches soviétiques. Elle a montré un homme profondément blessé et perturbé un dictateur qui détruisait non seulement des nations entières, mais aussi sa propre famille. Quel était donc réellement Staline? La réponse à cette question est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Détaillons cela. Joseph Staline n'était pas simplement un dictateur, il était le symbole de la puissance soviétique, de la force de la peur et du contrôle total. Pendant des décennies, son image a été soigneusement cultivée à travers des portraits, des discours et des apparitions publiques mises en scène. À l'Ouest, il était perçu comme l'architecte de fer du communisme. Dans l'Union soviétique, il était appelé le père des peuples, le patriarche, le père de la grande empire socialiste. Mais pour sa fille Svetlana Alliliouyeva, l'homme caché derrière cette image monumentale était quelqu'un de complètement différent. Il était à la fois son père aimant et son geôlier. Svetlana, elle était un Texas, est née en 1926. Elle était la fille unique de Staline avec sa deuxième épouse Nadejda Alliliouyeva. À première vue, son enfance semblait féerique. Accès au Kremlin, une excellente éducation et surtout l'attention exclusive de l'un des hommes les plus puissants du monde. Staline l'appelait affectueusement « Petite Lumière », la petite maîtresse. Il lui permettait de le commander et signait ses lettres avec des surnoms touchants comme « Ton petit papa ». Dans des moments de colère incontrôlable seule, elle, la petite Svetlana, pouvait s'approcher de lui et arrêter sa fureur en l'embrassant autour de ses bottes. Mais c'était le Staline de son enfance, un père qui créait soigneusement l'image d'un parent bienveillant. À mesure que Svetlana grandissait, la réalité a commencé à changer lentement. Le monde effrayant au-delà des murs de leur maison, où des gens disparaissaient sans laisser de traces, où des exécutions de masse et des purges avaient lieu, pénétrait progressivement sa conscience. L'atmosphère dans leur maison devenait de plus en plus froide, militarisée et calculée. Plus tard, elle se souvenait que même leur personnel avait des grades au KGB. Staline manifestait sa cruauté non seulement en politique. Il contrôlait et manipulait sa famille avec la même froide précision. Pendant que le monde entier observait le leader qui gérait des conflits mondiaux, Svetlana voyait un homme qui détruisait les liens familiaux, étouffait toute dissidence et exigeait une loyauté inconditionnelle qui passait avant tout amour. Elle était adolescente quand elle a commencé à réaliser tout cela. Sa compréhension éveillante a marqué le début d'une rupture psychologique entre le mythe et l'homme. Dans l'une de ses confessions écrites à un âge mûr, Svetlana écrivait « Tu es la fille de Staline. En réalité, tu es déjà morte. Ta vie est déjà terminée. Tu ne peux pas vivre ta propre vie. Tu ne peux vivre aucune vie. Tu n'existes que comme une référence à un nom. Toute ta vie restante, elle tentera de s'échapper de ce cercle vicieux. Elle s'en ira du pays, changera de nom, renoncera à l'idéologie qui a fait d'elle un symbole. » Avant sa mort, Svetlana a révélé non seulement que Staline était cruel, ce que le monde savait déjà. Elle a raconté que même dans les relations les plus proches, il était totalement dépourvu d'empathie. Son héritage ne reposait pas seulement sur des purges de masse et des goulags. Il était construit sur les ruines de sa propre famille et commençait tout avec sa fille. L'effondrement de la confiance de Svetlana envers son père n'a pas commencé par la politique. Il a commencé par un mensonge qui s'est produit dans les murs de leur propre maison. Le 9 novembre 1932, alors que Svetlana n'avait que 6 ans, sa mère Nadejda Alliliouyeva s'est suicidée. La version officielle donnée aux enfants à Svetlana et à son frère aîné Vassili était la suivante. Leur mère était morte d'une péritonite, complication d'une appendicite. En tant qu'enfants, ils ont accepté cette version, mais c'était un mensonge. Et Staline a tout fait pour qu'ils ne découvrent pas la vérité pendant plus de 10 ans.
Plus tard, Svetlana a avoué que le mensonge sur la mort de sa mère était un moment déterminant qui a divisé sa vie d'enfant en avant et après. C'était la fin d'une époque entière quand elle est morte, se souvenait-elle. Nos enseignants ont été renvoyés. L'école à domicile à laquelle ma mère tenait tant tout cela était finie. La maison a changé. Les gens ont changé. Son départ de notre vie a été un véritable choc pour nous. Elle ajoutait également que selon elle, cela avait été un choc pour son père aussi. Mais Staline n'en a jamais parlé. Pendant de nombreuses années, il a refusé de discuter du suicide de sa femme, ne mentionnant même pas son nom dans les biographies officielles. Pendant un certain temps, il semblait qu'elle n'avait même pas existé. Ce silence en disait long à Svetlana. Ce n'était que de nombreuses années plus tard, lorsqu'elle avait déjà plus de 20 ans, que Staline a commencé à faire des allusions vagues à sa mère. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà irréparables. Dans le monde de son père même, la mort pouvait être reformulée en une histoire fictive qui lui convenait. Quand Svetlana a découvert la vérité à l'adolescence, son chagrin est revenu, mais maintenant il était assombri par un sentiment de trahison. Si son père pouvait mentir sur quelque chose d'aussi personnel et intime, sur quoi d'autre avait-il menti? Quoi d'autre avait été déformé? Le suicide de Nadejda a également donné le ton pour toutes les années suivantes. Svetlana se souvenait plus tard. Tous ses frères et sœurs, tous nos parents, tous avaient disparu et avaient été comme chassés de la maison. Avec le départ de Nadejda Alilouyeva, toutes les influences libérales et intellectuelles dans la famille avaient été anéanties. À leur place, une clarté militaire et des agents du KGB déguisés en cuisinières nourrices et femmes de ménage avaient pris le relais. En réfléchissant au passé, Svetlana ne blâmait pas son père d'avoir directement provoqué la mort de sa mère. Cependant, elle faisait clairement comprendre qu'il n'avait rien fait pour faire face aux conséquences de son départ. Il essayait apparemment de comprendre, disait-elle, mais il était un homme d'un grand self-control et non émotionnel. Il n'avait tout simplement pas la chaleur que ma mère avait. La perte de sa mère et le silence qui a suivi ont été la première trahison que Svetlana a vécue. Elle était personnelle, elle a façonné son identité et lui a donné sa première idée de ce qu'était réellement son père. C'était un homme qui valorisait le contrôle plus que le lien familial même avec ses propres enfants. À 16 ans, l'image soigneusement construite de son père a commencé à s'effondrer. Ce n'était pas seulement les disparitions de membres de la famille ou la tension silencieuse au Kremlin, c'était quelque chose de plus personnel. Le tournant est survenu lorsqu'elle est tombée amoureuse. Il s'appelait Alexei Kapler. C'était un réalisateur et journaliste juif connu âgé de presque 40 ans. Svetlana n'était encore qu'une adolescente. Leur relation, selon tous les témoignages, était platonique et intellectuelle. Mais pour Staline, c'était une menace. Non seulement il n'approuvait pas la différence d'âge et la nationalité de Kapler, mais il voyait dans cette romance une désobéissance. Cela le mettait en rage que sa fille ait osé exprimer sa propre volonté, surtout sur des questions qu'il considérait comme étant exclusivement sous son contrôle. Sa réaction était cruelle et calculée. Kapler a été arrêté et exilé en 1943 à Vorkuta, une ville au-delà du cercle polaire. Ensuite, après l'expiration de sa peine, il a été de nouveau envoyé dans un camp de travail à Inta. Pas de procès officiel, pas d'appel, juste une élimination. Et tout cela parce qu'il avait osé aimer la fille de Staline. C'est à ce moment-là que Svetlana dira que son père lui a brisé la vie. La punition de Kapler n'était pas simplement un acte de pouvoir politique. C'était une attaque personnelle. Elle a commencé à comprendre que son père brisait sa vie. La punition de Kapler n'était pas simplement un acte de pouvoir politique. C'était une attaque personnelle. Elle a commencé à comprendre que le contrôle de Staline ne s'étendait pas seulement aux généraux et aux bureaucrates. Il s'étendait à son cœur, à son choix personnel, à son avenir. La prise de conscience que l'amour était interdit, qu'elle ne pouvait pas choisir son propre chemin, est devenue pour elle un véritable choc psychologique. Le cocon protecteur de l'attachement paternel qui l'enveloppait dans son enfance a été brisé. Maintenant, elle voyait son père tel qu'il était réellement, impitoyable froid et obsédé par la domination même dans sa propre maison. Ce moment entra Svetlana pendant des décennies. Ce n'était pas seulement un point de son éveil politique, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, une trahison personnelle qui a transpercé sa conscience en tant que fille et semé les graines d'une future révolte. Des années plus tard, en réfléchissant à sa vie, elle a déclaré qu'elle ne pouvait plus se taire. « Je ne peux plus me taire ». Cette déclaration n'était pas seulement politique, mais aussi profondément émotionnelle. C'était familial. À ce moment-là, Staline était déjà mort depuis longtemps. Le régime soviétique était devenu une puissante machine de propagande. Mais pour Svetlana, le besoin de s'exprimer n'était pas une révolte idéologique. C'était un désir de survie. Se taire signifiait être effacé.
En public, Staline restait encore une figure vénérée. Ses portraits ornaient les drapeaux et les bâtiments. Mais Svetlana a décidé de dire la vérité en commençant par la manière dont son contrôle pénétrait sa vie personnelle, sa vie. Ce qu'il a fait à Kapler n'était pas seulement cruel, c'était révélateur. Cela a ouvert au monde l'image d'un homme qui percevait l'autonomie de sa propre fille comme un ennemi à détruire. Et il y a un autre détail qui rend cette histoire encore plus tragique. Après la mort de Staline, Svetlana et Kapler ont repris leur relation. Ils ont continué avec des interruptions pendant les années suivantes. Il est resté une figure importante dans sa vie, et plus tard, elle avouera que Kapler était l'amour de sa vie. Cette confession vue rétrospectivement montre à quel point la blessure était profonde. Staline n'a pas seulement détruit un roman d'adolescence, il a tenté de détruire quelque chose de durable et de véritablement humain. C'était un point de non-retour. Après l'histoire avec Kapler, il n'y avait plus de retour en arrière. Elle se mariera encore plusieurs fois, changera de nom et finira par fuir le pays. Mais le premier véritable moment de sa révolte ne s'est pas produit lors d'une conférence de presse. Il s'est produit dans l'atmosphère silencieuse et dévastatrice d'un amour brisé, détruit par la volonté de Staline. Svetlana Alliluyeva ne grandissait pas dans une famille ordinaire, sa maison était le Kremlin. Lors des repas, en famille, des gardes des conseillers politiques, Sapostini, et du personnel qui étaient en réalité des informateurs étaient toujours présents à la table. Mais même dans cette forteresse du pouvoir, la peur s'infiltrait à travers les murs et finalement elle engloutissait tout. Les années 30 ont été marquées par la Grande Purge stalinienne, une campagne de répression politique au cours de laquelle des millions de personnes ont été arrêtées, exilées ou exécutées. À l'intérieur des murs du Kremlin, Svetlana a commencé à remarquer que non seulement des fonctionnaires du parti disparaissaient, des gens qu'elle connaissait personnellement disparaissaient, des membres de la famille, du personnel domestique, de vieux amis de la famille. Dans une interview, elle se souvenait plus tard de traces. Bien sûr, c'était dans les années 30, 38, 37, 36. Car dans notre famille, les premiers à disparaître étaient les oncles et les tantes, et j'étais enfant. Je voyais qu'ils n'étaient plus là. L'un de ses oncles, Stanislav Redens, mari de sa tante Anna, a été exécuté en 1940. Sa tante a disparu peu après, même sa grand-mère préférée a été interdite de venir chez eux. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus étouffante. Les enseignants étaient renvoyés, les tuteurs changeaient. Et comme Svetlana l'a raconté plus tard, un nouveau type de personnel a été recruté. Ce étaient des serviteurs avec des grades militaires et des connexions secrètes. La véritable femme de ménage, une Allemande engagée par ma mère, une femme formidable, a été renvoyée. Et une jeune femme du KGB a été engagée à la place. Tous les cuisiniers et le personnel avaient des grades au KGB. L'atmosphère à l'intérieur du Kremlin est devenue celle d'une surveillance silencieuse. Chaque conversation, chaque mouvement était sous surveillance. La paranoïa que Staline semait à travers l'Union soviétique s'est infiltrée directement dans ses propres appartements. Et Svetlana, alors encore une fille, vivait au cœur de ce cauchemar. Même son éducation, qui était autrefois encouragée par sa mère, est devenue un instrument de contrôle. Après le suicide de Nadejda, la liberté intellectuelle de Svetlana s'est rétrécie. On l'obligeait à étudier l'histoire et la science politique, bien qu'elle ait plus tard avoué que sa véritable passion était la littérature. Son père ne lui permettait pas de s'y adonner. Il considérait l'art comme une futilité. Sa fille devait être un instrument de l'État et non une personne capable de penser librement. Tout cela t'a conduit à une prise de conscience qui a hanté Svetlana toute sa vie. Elle n'avait jamais été libre. Depuis le jour de sa naissance, son existence était définie par le régime de son père, non seulement idéologiquement, mais aussi émotionnellement et physiquement. Elle a révélé que ce qu'était réellement Staline ne pouvait pas être compris uniquement à partir des documents historiques concernant sa politique. La réponse à cette question réside dans les manipulations silencieuses et quotidiennes qui se produisaient dans la maison où régnait la peur. Même l'amour, l'éducation et la vie de famille étaient corrompus par la mécanique du contrôle. Et au moment où elle a pleinement compris cela, il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Pour Svetlana Alliluyeva, la révolte n'a pas commencé par la politique, mais par l'amour et l'affirmation de soi. Ces mariages n'étaient pas simplement des relations, mais des déclarations d'indépendance vis-à-vis d'un homme qui cherchait à contrôler chaque aspect de sa vie. Chacun de ces mariages détruisait la vision stalinienne de lui-même en tant que seul maître du destin de sa fille. Son premier mariage, contracté en 1944, était avec Grigori Morozov, un étudiant juif.
Staline ne l'a jamais rencontré et n'a pas approuvé son choix. Bien que Svetlana ait obtenu son approbation à contre-cœur, le message principal était clair, tout pas fait sans sa bénédiction aurait des conséquences. De ce mariage est né en 1945 son fils Yossif, mais il s'est terminé par un divorce seulement 2 ans plus tard. Néanmoins, Svetlana et Morozov sont restés de proches amis, ce qui a été le premier signe qu'elle construisait des relations selon ses propres conditions. Peu après, elle s'est remariée pour la 2e fois. Ce mariage était arrangé. En 1949, elle épousa Yuri Zhdanova, le fils de la main droite de Staline. C'était une tentative de restaurer le pouvoir de Staline sur sa vie. Zhdanova était dévouée au parti et à sa mère autoritaire, Zinaïda, dont Staline lui-même avait averti Svetlana. Il était sous le contrôle total de Zinaïda, se souvenait Svetlana. Le mariage s'est rapidement effondré, mais avant cela, en 1950, sa fille Ekaterina est née. Au moment de la mort de Staline en 1953. Svetlana avait vécu 2 mariages échoués, une romance brisée et des années d'isolement psychologique. Elle était encore jeune, mais sa vision de son père avait déjà complètement changé. C'était un homme très simple, dira-t-elle plus tard. Très rude, très cruel. Elle ne tentait plus de concilier l'image du père aimant de son enfance avec la figure politique que le monde craignait. Elle a commencé à voir en eux la même personne, capable d'affection seulement lorsque cela servait son besoin de contrôle. En 1962, elle s'est remariée cette fois avec Ivan Svanidze, le neveu de la première femme de Staline. Ils ont défié la politique soviétique en se mariant à l'église. Ce mariage n'a pas duré longtemps. Ivan, affaibli par des années d'exil intérieur, était émotionnellement distant et physiquement faible. Leur séparation a été rapide, mais elle a marqué une nouvelle affirmation d'indépendance pour Svetlana. Elle faisait des choix que le régime n'aurait jamais approuvés. Plus tard en Amérique, elle épousa l'architecte William Wesley Peters, prenant le nom de Lana Peters dans une tentative de se débarrasser de son statut de fille de Staline. Le mariage fut de courte durée, mais il donna naissance à sa fille Olga qu'elle adorait. Chaque mariage, chaque changement de nom était un acte de révolution personnelle. Mais aucun d'eux ne pouvait effacer l'ombre sous laquelle elle vivait. Le contrôle de Staline ne s'est pas terminé avec sa mort. Il était ancré dans son nom, ses relations et ses enfants. Et avant sa mort, Svetlana s'est assurée que le monde sache qui il était vraiment. Il ne s'agissait pas seulement du terrorisme au goulag. Il s'agissait d'un contrôle total au sein de la famille. En 1967, après de longues années de surveillance d'État et d'épuisement émotionnel, Svetlana a fait le pas le plus décisif de sa vie, elle a quitté l'Union soviétique. Mais sa fuite n'était pas un manœuvre politique calculé. C'était le point culminant de décennies de chagrin de trahison et du fardeau implacable d'être la fille de Staline. Le dernier coup de pouce à sa fuite a été encore une fois l'amour, celui qu'on ne lui avait pas permis de vivre. Pendant sa convalescence après une amygdalectomie, Svetlana a rencontré Kumar Brajesh Singh, un modeste communiste indien dont elle est tombée profondément amoureuse. Il était atteint d'emphysème en phase terminale. Malgré leur attachement mutuel, les autorités soviétiques ont refusé leur départ pour l'Inde. C'était son premier voyage au-delà des frontières de l'URSS et elle n'avait pas l'intention de revenir. À New Delhi, elle a pris une décision qui allait changer sa vie. Le 9 mars 1967. Svetlana est entrée à l'ambassade des États-Unis et a demandé l'asile politique. L'ambassadeur américain Chester Bowles a pris sa demande avec prudence. « J'ai ici une personne qui prétend être la fille de Staline », a-t-il écrit dans une note de service désormais déclassifiée, ne sachant pas quoi en faire. La réponse de Svetlana a été rapide et ferme. Si les États-Unis lui refusaient, elle ferait immédiatement appel à la presse. Le département d'État n'a pas objecté et le soir même, elle s'est envolée pour Rome puis pour Genève, d'où elle s'est ensuite rendue aux États-Unis. À son arrivée à New York, elle a tenu une conférence de presse. C'est là qu'elle a publiquement condamné le régime soviétique et l'héritage de son père pour la première fois. Je n'approuve pas beaucoup de choses, a-t-elle déclaré aux journalistes. Mais la responsabilité de celle-ci incombe à l'idéologie communiste dans son ensemble et non à une seule personne. Le choix du moment pour cette déclaration était très symbolique. La fille de Joseph Staline, l'une des figures les plus terrifiantes de l'histoire moderne, a renoncé non seulement au règne de son père, mais aussi à tout le système qu'il avait aidé à construire. Pour l'Occident, c'était un triomphe propagandiste, pour Svetlana, c'était une libération qui cependant lui a coûté cher. Elle a laissé ses 2 enfants aînés en URSS. Cela a provoqué une profonde fracture, comme l'a noté un biographe. Svetlana leur a écrit une lettre essayant d'expliquer pourquoi elle devait partir, mais elle savait qu'il serait utilisé par l'État soviétique comme un instrument de punition.
Et pourtant, elle n'a pas fléchi. C'était le moment où le monde a commencé à comprendre ce qu'elle savait depuis longtemps. Staline n'était pas simplement un leader prenant des décisions difficiles en temps de crise. Ce qu'il était réellement était bien plus effrayant. Un homme qui, avec un calcul froid, détruisait des vies, même celles de ceux qui lui étaient les plus proches. Après sa fuite aux États-Unis, Svetlana Alliluyeva a été accueillie comme un symbole politique et une personnalité curieuse. Pendant un certain temps, elle a été protégée par les services secrets, a vécu sur Long Island et a donné des conférences à Princeton. Elle a publié ses mémoires 20 lettres à un ami, qui sont devenus un best-seller international et, selon certaines sources, lui ont rapporté des millions. Mais cette attention est rapidement devenue vide. Ce dont elle s'était échappée, le contrôle omniprésent du système soviétique, a été remplacé par autre chose, mais tout aussi suffocant. C'était l'obsession envahissante de l'Occident pour son nom. Elle a vite compris que sa valeur pour l'Occident ne résidait pas dans le fait qu'elle était écrivain ou intellectuelle, mais dans le fait qu'elle était la fille de Staline. Avec le temps, elle s'est de plus en plus déçue de la manière dont elle était traitée comme un titre ambulant et non comme une personne. J'étais simplement une prisonnière politique portant le nom de mon père, a-t-elle déclaré plus tard. Où qu'elle aille, son passé la suivait de près. Dans une série de lettres, à la journaliste Myriam Gross-Svetlana a décrit sa crise émotionnelle. « Je suis arrivée en Occident éblouie par l'admiration pour le monde libre », écrivait-elle. Quel terrible choc de découvrir qu'ici, il y a les mêmes idiots des imbéciles incompétents, des bureaucrates effrayés. Cette perte d'idéalisme, selon elle, arrivait trop souvent à ceux qui fuyaient l'Union soviétique. Svetlana avait du mal à se fixer quelque part. Elle a vécu dans le New Jersey, puis dans le Wisconsin, ensuite en Angleterre, et finalement est revenue. Son dernier mariage avec un architecte américain a alimenté son inquiétude. Elle a adopté le catholicisme, a étudié l'orthodoxie orientale et a même envisagé de devenir religieuse. Ces changements n'étaient pas politiques, mais ses tentatives personnelles de trouver un sens et de reprendre le contrôle d'une vie marquée par le traumatisme. En 1984, Svetlana est revenue brièvement et très controversée en Union soviétique. Les autorités cherchant à utiliser sa présence lui ont proposé des appartements, des voitures et une réhabilitation publique. Elle a refusé. Déçue et aliénée, elle est retournée aux États-Unis 2 ans plus tard. Pour Svetlana, l'Occident ne lui a pas offert la rédemption qu'elle espérait. Mais avant sa mort, elle a clarifié une question. Sa déception tant à l'Est qu'à l'Ouest n'a pas changé ce qu'elle savait de son père. Il n'était ni fou ni trompé. Avec un calcul froid, il consolidait son pouvoir. C'était comme elle l'a insisté la vérité que le monde devait encore entendre. Dans les dernières années de sa vie, Svetlana Alliluyeva a vécu dans un quasi-oubli. Elle s'est installée dans le sud du Wisconsin, loin des couloirs du pouvoir et des caméras du monde. Elle est morte le 22 novembre 2011 des complications liées à un cancer du côlon. Il n'y a eu ni funérailles d'État, ni de deuil officiel, juste une fin silencieuse à une vie qui avait autrefois été le symbole d'une fracture idéologique mondiale. Mais avant sa mort, elle a veillé à ce que le monde sache la vérité non seulement sur les répressions soviétiques, mais aussi sur son père. Elle a rejeté l'idée que Staline avait été mal compris ou qu'il était déséquilibré mentalement. « Il savait ce qu'il faisait », écrivait-elle. Il n'était ni fou ni trompé. Avec un calcul froid, il consolidait son pouvoir, craignant de le perdre plus que toute autre chose au monde. Son jugement n'était pas émotionnel, mais cliniquement précis, et c'est ce qui le rendait encore plus effrayant. Et pourtant, son verdict n'était pas dépourvu de nuances. Svetlana croyait que son père était devenu un symbole commode de toutes les horreurs du régime soviétique. Et quand chez un dictateur a besoin de complices, disait-elle. Selon elle, Staline était coupable, mais il n'agissait pas seul. Sa tyrannie était facilitée par un système qui encourageait le silence et l'obéissance même parmi ceux qui lui étaient les gens les plus proches. Et pourtant, l'homme qu'elle avait autrefois appelé « petit papa » n'était pas simplifié pour elle. Ses écrits, interviews et mémoires ont levé tous les mythes qui l'entouraient et ont montré le prix personnel de vivre dans son ombre. Sa vie en était la preuve. Elle a fui des pays, a laissé des enfants, à changer de nom, de religion et a enduré la pauvreté. Tout cela pour se séparer de l'homme qui l'appelait autrefois « petite maîtresse ». En fin de compte, Svetlana n'a jamais trouvé d'endroit où elle se sentait complètement chez elle. Mais elle a trouvé sa voix. Et elle l'a utilisée pour dire ce que personne d'autre ne pouvait. Elle a déclaré que Joseph Staline, l'architecte de l'État totalitaire, était aussi un père qui avait transformé l'amour en arme et manipulé ceux qui lui étaient les plus proches.
Son histoire n'est pas seulement une histoire de politique. C'est une histoire d'affirmation de soi, de trahison et du fardeau inévitable de l'héritage. Avant sa mort, elle a enfin révélé qui il était vraiment. Et ce n'est pas du tout ce que la plupart des gens pensent. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.